Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour l'émission Finish Line, l'émission qui va débriefer ce Bikeman Course qui est toujours en cours. Près de 40 cyclistes sont arrivés, ultra cyclistes évidemment, parce que ce sont des sacrés phénomènes. 40 ultracyclistes sont arrivés hier soir. Les premières arrivées sont arrivées ce matin avec Louis Defoe qui a complètement explosé le record de près de 3 heures. Je suis en compagnie d'Alcel Carion, le créateur, le directeur de course, on ne le présente plus. Comment ça va Alcel ? Ça va très bien, j'ai la pêche. Tout va bien. Comme toujours. Qu'est-ce que tu retiens de cette 50e édition du Bikeman et ce 8e en Corse ? Qu'est-ce qui t'a marqué principalement durant cette course ? Eh bien, l'accueil de l'île, c'est l'accueil de la Corse parce qu'on a eu des conditions totalement exceptionnelles. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, un seul participant qui a réussi à se plaindre d'une seule goutte de pluie. Donc on a eu une Corse paradisiaque, une Corse presque érotique en termes de conditions cyclistes et je l'en remercie. Je remercie chaleureusement l'île parce qu'elle a offert un spectacle et elle est encore en train d'offrir un spectacle hors du commun à tous les ultracyclistes qui sont encore en route parce que, on le rappelle, il y a quand même encore pas mal de cyclistes qui sont notamment dans le secteur du sud, de l'Ospedale, de Bavella, et pouvoir les faire avec des conditions climatiques qui sont à la fois belles, c'est-à-dire pas de pluie mais en même temps pas trop chaude, c'est un privilège. Donc je suis très heureux qu'on ait été accueillis actuellement comme ça en Corse. Alors on rappelle, l'épreuve est toujours en cours, mais pour l'instant, quel bilan fais-tu ? Est-ce que la 50e du Bikeman a répondu à tes attentes ? Eh bien, je suis heureux parce qu'on a un participant, notamment Louis, qui a réussi à battre Rémi Borion, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement exigeant et très précis sur ses courses. Et il a fait un record absolument extraordinaire sur un parcours qui est quasiment à 100% identique à la version de 2024. Donc on peut avoir un référentiel entre Rémi et Louis. Je dirais qu'il y a un phénomène qui est en train de se dérouler qui est très intéressant à observer. C'est la jeunesse qui arrive dans l'ultra et Louis en fait partie. Là où Rémi est vraiment un des plus expérimentés, ça fait très longtemps qu'il fait de l'ultra distance. Clin d'œil d'ailleurs à Jacques Barge, puisque c'est un ami de Jacques Barge, il fait partie du même club d'ultra cyclistes. Et là on a la génération des jeunes qui arrive et qui vient changer les codes parce que Louis a bousculé pas mal de codes sur sa préparation physique, sa préparation de nutrition et sur la préparation globale de son vélo avec une machine très légère qu'il a conçue lui-même. Et je trouve que cette approche-là est très intéressante parce que souvent dans l'ultra distance et même de manière générale dans l'ultra, on a tendance à dire que c'est l'expérience qui prime et que c'est les vieux briscards qui gagnent entre guillemets en règle générale, alors que c'est clairement Louis a marqué des points en prouvant le contraire. On le rappelle, Louis Defoe qui a seulement 28 ans a réussi à exploser le record de Rémi Borion sur le même tracé identique de près de 2h30 avec une machine qui était très légère. Quelles ont été les clés de sa performance ? Comment penses-tu qu'il est parvenu à réussir à exploser le record de 2h30 ? Alors moi, pour l'avoir observé tout au long de la course, parce qu'on était ensemble d'ailleurs sur la tête de course, je pense qu'il y a quelques clés qu'on ne peut pas connaître parce que ça fait partie de sa préparation, notamment mentale, parce qu'on l'oublie souvent, mais il n'y a pas que du vélo, il n'y a pas que de la nutrition, il y a toute une partie, une dimension avant-course qui est extrêmement importante et Louis est clairement venu à plusieurs reprises. C'était sa 3e participation spécifiquement sur la Corse, donc ça fait des années qu'il se prépare, on est sur plus de 3 ans de préparation finalement. Il a conçu sa machine, celle avec laquelle il a roulé aujourd'hui, depuis 3 ans. Donc je pense qu'il a vraiment une démarche très très technique et il n'y a pas juste du physique et des aléas qu'il a su gérer. Voilà, j'ai pas envie de résumer ça de manière banale, il s'est bien alimenté et ça a marché. Il y a plein de paramètres qu'il a essayé de contrôler parce qu'il a pris beaucoup d'engagement sur le poids de machine, il n'a pas pris beaucoup de matériel. Donc je pense que c'était quelqu'un qui était extrêmement préparé et il a surpris tout le monde parce que précisément pour sa jeunesse, on a peut-être pensé qu'il n'était pas prêt alors qu'au final il a cassé les codes et il l'a très bien fait. Et pour l'avoir vu notamment sur les dernières ascensions où on l'a croisé avant la dernière nuit, ça pédalait propre. C'était vraiment presque classe. C'est-à-dire qu'il avait de la puissance, de la cadence, ça bougeait pas sur le vélo, il était posé, c'était un métronome. Et pour arriver à ce résultat-là, c'est énormément de préparation. Et finalement, la course n'est que le résultat de cette prépa, de cette symphonie qu'il a préparée depuis pas mal de temps. Donc le petit Louis à suivre de près. On a eu du mal à le suivre, à le rattraper, hein. Malgré la voiture, malgré les descentes, les montées, on a eu beaucoup de mal à le suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a, à la fois il a été rapide, mais surtout il a été très consistant.
Et j'ai souvenir pour avoir fait une vidéo ensemble sur son vélo justement pour découvrir un peu sa machine, qu'il a eu même l'analyse de dire au final je vais essayer de gagner des temps morts où les gens essaient de gagner du temps par la vitesse. Lui, il a essayé de gagner des temps notamment dans les descentes par l'aérodynamisme de sa machine pour ne pas avoir à pédaler et finalement le dépenser le moins d'efforts possible dans les phases de récupération. Parce que comme il l'a bien remarqué depuis 3 ans, les routes corse sont techniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre très vite. En revanche, plutôt que de pédaler en descente pour essayer de gagner de la vitesse, je vais me laisser couler pour pouvoir récupérer dans ces phases-là, rester concentré et avoir une vitesse moyenne globale qui est le plus proche du maximum que je puisse atteindre avec le moins d'efforts possible à dépenser. Et ça, je trouve ça très intéressant comme stratégie. Axel, ça va être quoi la suite pour toi là? Eh bien, la suite, ça va être d'accueillir la centaine encore de participants qui est sur le parcours, coordonner bien sûr toutes les équipes qui sont sur le terrain, parce qu'on le rappelle, il y a les Race Angels, il y a les Marshals, il y a les motards, il y a les voitures qui sont là pour la sécurité des coureurs, suivre le peloton et s'assurer qu'ils puissent rentrer au bercail, qu'on entende la cloche pour chacun et chacune d'entre elles, jusqu'au dernier finisher, la lanterne rouge, vendredi midi, avant de lancer le gravel, le 500 qui va partir de Porto Vecchio, auquel tu participeras d'ailleurs pour cette belle aventure de 500 bornes, une fois qu'on aura clôturé l'étape du 1000 bornes. Axel, merci beaucoup. Bonne route, on te laisse accueillir les finishers qui arrivent succinctement depuis ce matin, depuis hier. Ils sont juste derrière, on entend, comme tu l'as dit, on entend la cloche. On va passer maintenant à nos deux invités, à Louis Defaux justement, qu'on a entendu hier sur tous les jours les résumés de course, et également à la première féminine, donc Claire Servetas, qui va s'installer juste avec nous. Diane, pardon, Diane, comment ça va Diane? J'ai dit Claire, ça doit être la fatigue des premiers jours, c'est ça, on n'a pas beaucoup dormi, vous n'avez pas beaucoup dormi non plus. Comment tu te sens Diane? Eh ben, je me sens fatiguée là, c'est vrai que j'ai hâte d'aller dormir, mais je sais que je vais assez vite récupérer. Donc, On a aussi donc, le grand vainqueur de ce Batiman en 45 heures et 23 minutes. Louis, comment te sens-tu toi? T'as pu récupérer depuis hier, t'as dormi un petit peu? Ouais, j'ai fait une bonne nuit, j'ai dormi quelques heures avant la nuit même, mais ouais, une bonne nuit de 10 heures et c'est reparti quoi. Alors est-ce que tu peux revenir un peu sur ta performance? On l'a dit tout à l'heure, tu as explosé le record du Batiman de près de 2h30. Quelles ont été les clés de ton succès? Je crois déjà une bonne préparation, c'était essentiel d'arriver frais et apte à passer les 500 premiers en décontraction ou en étant frais au bout de 500 bornes pour pouvoir mettre du gaz. Et après il y a la partie matérielle qui est une grosse partie pour moi pour pouvoir être prêt, au clair dans la tête sur quel matos est positionné où et etc. Diane, tu es arrivé toi il y a quelques heures à peine, on t'a laissé très peu de répit, t'as à peine pu dormir, t'as quand même pris une douche, t'as pu te reposer un petit peu quand même depuis que tu es arrivé? Oui, j'ai fait comme pendant la course, c'est-à-dire que j'ai fait une micro-sieste de 10 minutes avant de venir. T'es toujours en mode ultra là. Je suis un peu toujours en mode ultra là, je suis toujours pas redescendu. On rappelle, c'est ton premier Batiman, tu es la première féminine à arriver en solo. Quelles ont été pour toi les clés de cette course? Je pense que ça a été le fait que je priorise le fait de vraiment me focaliser sur le plan que j'avais mis en place au départ, c'est-à-dire de respecter le sommeil que je voulais mettre en place, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi si je veux pouvoir continuer et pas me dire je vais à fond pendant 30 heures et puis après j'explose parce que je suis trop fatiguée. Louis, justement, pour faire une telle performance, il me semble que tu n'as pas beaucoup dormi, c'est le cas? Ouais, j'ai eu la première sieste vers 4 heures du match, je crois, la première nuit, mais vraiment 5 minutes. Et j'ai fait deux siestes de 5 minutes les premières 30 heures, on va dire. Et après, j'ai un peu plus dormi, 7-8 minutes par sieste, quoi, mais globalement, j'ai 25-30 minutes de sommeil au total. Et pas une minute de plus? Non, dès que je sentais que je clignais des yeux, je m'arrêtais de dormir. Mais je voulais pas prendre de risques. Après, j'avais un peu chargé sur la caféine pour la deuxième nuit, mais vraiment uniquement focus la deuxième nuit. J'avais rien pris avant pour partir plutôt neutre avant et ça a bien marché, quoi. Justement pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui s'imaginent un peu cette performance, on le rappelle, 1000 km, 19 000 mètres de dénivelé positif. Comment on fait pour réaliser ça en un peu plus de 45 heures sans dormir? Comment on fait pour tenir sur le vélo? À la base j'avais une stratégie où je me disais qu'il fallait charger
en sucre les 25 premières heures en me disant que j'allais tenir un rythme un peu plus élevé au début. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que la première journée était un peu dure. Ça roulait vite, mais je sentais que j'étais pas au top. Donc en me disant que j'allais laisser un peu passer la nuit et repartir un peu plus vite la seconde journée. Je dirais s'adapter un peu à la situation et essayer de mettre du gaz quand on peut, quoi. Toi Diane, tu as terminé la course donc en 3 jours. Niveau sommeil, comment tu as géré toi de ton côté? Tu as dormi un peu plus ou comment tu as fait? Au final, j'ai dormi un petit peu moins que ce que j'avais prévu. Moi, c'est vrai que quand je me suis présentée à la course, c'était pas pour la gagne, c'était d'abord pour finir. J'avais quand même un objectif de finir en dessous des 80 heures. Et puis après, c'est plutôt quand je me suis rendu compte que là, il y avait une première place qui était possible, où je me suis dit bon, allez, mets-toi un petit coup de boost et ça peut faire. Mais oui, au final, niveau sommeil, j'ai quand même beaucoup plus dormi que Louis. Je pense qu'au total, j'ai dû dormir au moins 5-6 heures tout cumulé, quoi. Ce qui est quand même déjà pas mal, quoi, si on compte journée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Toi, Louis, on le rappelle, donc rappelle-moi un peu ta machine, c'est toi qui as pensé un peu le vélo sur lequel tu as fait le Batman, c'est ça? Ouais, bah, du coup, je suis ingénieur chez Van Rysel, donc je profite un peu de mon travail et du travail de mes collègues surtout, parce qu'on est une grosse équipe qui travaille derrière les vélos. Et ouais, c'était agréable de se dire que j'avais peut-être un petit coup d'avance avec le vélo, mais c'était pas dû à quelqu'un d'autre, c'était en grande partie grâce à moi, donc c'est cool. Alors en termes de paysage, qu'est-ce que tu retiens de la course? Tu as quand même pu apprécier ce que l'île de Beauté t'a offert en 45 heures. Qu'est-ce que tu retiens vraiment de cette île? Ouais, bah c'est hyper varié ici, c'est juste on en prend plein les yeux. De jour comme de nuit, surtout au moment un peu de lever de soleil et coucher de soleil, c'est toujours des moments assez particuliers. Je repense au col de Vaca où il y avait des lumières rouges, oranges qui étaient assez fantastiques. Mais même dès le début, quand on bascule du Cap Corse, t'as les routes qui sont le long de la mer. Là, avec le vent qu'il y avait, il y avait plein de vagues et tout, c'était assez agréable. Et après, c'est hyper vert, hyper varié. On y est bien ici. Hein. Est-ce que tu as pu faire des rencontres assez particulières? On sait qu'il y a beaucoup de cochons, de sangliers sur la route. Est-ce que tu as eu des rencontres insolites pendant ce Bikeman? Non, ouais, beaucoup de cochons, beaucoup de vaches. Il y avait des petits chiens à un moment, ils se sont un peu approchés, mais ils sont restés quand même plutôt calmes, j'ai trouvé. Et sinon, ouais, les marcassins, c'est marrant aussi. Ça courait un peu dans tous les sens et tu sais pas trop où ils vont finir. Il y en a qui a traversé juste devant un moment. Moi j'ai été vigilant, j'ai freiné un petit coup, mais sinon ouais, ça nous accompagnait. Et toi Diane, qu'est-ce que tu as pensé de cette île de Beauté? Est-ce que dans la souffrance, parfois les paysages ont pu t'aider pour compenser et continuer d'avancer? Alors pour moi c'est carrément un moteur, hein. C'est-à-dire que dès que je me dis que ça devient un peu difficile, je me dis bon allez, lève les yeux, tu vois un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi et c'est vrai que c'est ça qui motive à continuer d'appuyer sur les pédales. Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement pendant ce parcours? Comme a dit Louis, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait des levées, des couchers de soleil, c'était quand même magnifique. Je les ai tous faits vu qu'on n'a pas non plus énormément dormi, donc c'est vrai que ça permettait de bien profiter des paysages. Mais particulièrement le col de Saint-Eustache, en fait, j'y suis arrivée. Le moment où je suis arrivée en haut, c'était le lever de soleil et c'était vraiment grandiose, quoi. C'était la sensation qu'on avait en arrivant en haut. Et après, c'était pour entamer une belle longue descente, donc c'est vrai que ça faisait plaisir et ça lançait bien la journée. Et en termes d'ambiance, on va dire, d'ambiance sur le Bikeman, est-ce que ça aussi c'était un élément pour continuer d'avancer, peut-être cette bienveillance qu'on peut retrouver entre les coureurs? Alors c'est vrai que pour moi l'ambiance c'est vraiment un élément principal, c'est quelque chose qui me drive, qui me permet justement de me dépasser. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrivait sur les CP, on était bien accueillis par les Race Angels qui étaient toujours hyper motivés. On sentait que si on avait un petit coup de mou, ils étaient là pour nous remonter le moral. Et moi c'est vrai que j'aime bien discuter, prendre le temps, etc. Donc à chaque fois que je prenais mes repas, je voulais pas rester toute seule dans mon coin à ressasser ou à planifier. Je m'asseyais avec eux et puis je discutais, quoi.
Toi, Louis, on le rappelle, tu connais déjà la course, hein, puisque c'est ta 3e participation. Tu avais fait dans le 4e en 2023, si je ne me trompe pas. Là, c'est la 3e et enfin la bonne. Quelles ont été aussi les autres clés pour essayer de parvenir à enfin remporter la course? Est-ce que aussi on va dire, le contact avec les Race Angels, par exemple, ça a été aussi une clé pour continuer d'avancer et aller au bout? Ouais, je dirais qu'on est toujours. Surtout, ce qui m'a donné envie de revenir, c'est l'ambiance qu'on a ici. On se sent comme à la maison et presque trop bien accueilli. Je me suis fait surprendre à me faire disputer parce que je mettais mes déchets à la poubelle et qu'on allait le faire pour moi. Mais bon, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Mais non, c'est super agréable quand on arrive au checkpoint et qu'on est accueilli avec un grand sourire même à 2h du mat ou autre, il y a toujours quelqu'un qui est là et avec une bienveillance qu'on leur doit. Mais sinon, ouais, je pense que le plus gros de la prépa, ça a été de se préparer, de schématiser un peu les différents aspects de course qui pouvaient arriver, s'il y avait une défaillance, s'il y avait un moment, un coup de moins bien, comment j'allais réagir et comment j'allais pouvoir passer au-dessus, quoi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es lancé dans l'ultra? Qu'est-ce que tu recherches dans ce type d'épreuve? Parce que là, on rappelle, tu as terminé en 45 heures, donc ça a été assez très, très rapide, mais qu'est-ce que tu recherches au fond dans ce genre de compétition? Bah, on en a parlé en venant, c'est assez marrant parce que je viens du VTT, du cross-country olympique, donc c'est des courses de 1h, 1h30. J'avais globalement 6-7 courses dans l'année, donc ça te fait assez peu de temps de course dans l'année pour autant de prépa. Là, c'est un peu plus rentable en termes d'heures de course versus les heures de prépa. Donc il y a un gros sujet comme ça. Et après, je suis venu sur l'ultra parce que juste j'avais un pote, Martin, que je salue, Martin, qui nous a proposé il y a 4 ans de faire le premier Biking Man Course, mais en le faisant vraiment en touriste, en s'arrêtant dormir dans les gîtes, tout ça. Et puis s'en est suivi une deuxième participation où j'ai, grâce à Gauthier Paulin qui était là, qui m'a motivé pour le faire vraiment. Et du coup j'ai découvert cette discipline où je me disais jusque là c'est des fous furieux, comment ils font pour pas dormir, et finalement quand tu essayes c'est possible, et le corps humain est juste incroyable parce que le fait de pouvoir tenir presque sans dormir, je pensais pas que c'était possible avant, mais finalement on est fait pour ça, quoi. Et toi, Diane, c'est ton premier Batiman. Qu'est-ce que tu recherches dans cette épreuve et qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce qui t'a plu en fait vraiment dans ces épreuves extrêmes? Et bah justement, tu as mis le mot dessus, extrême. Pour moi, c'est un peu toutes les émotions qu'on peut ressentir. C'est-à-dire que le moment où on est bien, on est vraiment super bien, euphorique même. Et les moments où on n'est pas bien, et ben là, on sent que vraiment, on a un gros coup de déprime. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ça va passer dans tous les cas. C'est-à-dire que même le moment euphorique ne va pas durer éternellement. Et souvent, il s'ensuit à un moment où on n'est pas forcément hyper bien. Donc c'est vraiment la balance qu'il y a entre tout ce panel d'émotions, quoi. Est-ce que ça permet aussi un peu de revenir à l'essentiel, d'être dans une sorte de bulle pendant 3 jours, on ne pense à plus rien d'autre? Ah oui, carrément. Oui. C'est vrai que pendant 3 jours, en fait, on se soucie presque uniquement de nos besoins vitaux. On rajoute à ça pédaler, mais du coup, c'est dormir, manger, boire assez et du coup avancer au maximum. Ça va être quoi la suite pour tous les deux? Toi, Louis? La suite, c'est de se reposer. Après, moi j'ai prévu quelques cyclos là. Plutôt, je fais Lourdes-Tourmalet dans 3 semaines. Tu auras le temps de récupérer un peu quand même après ta perf. Ouais, après on verra, je dois me mettre d'accord avec le pote avec qui je le fais, si on le fait à bloc ou si on le fait à deux en se disant qu'on profite du paysage. Mais moi pour l'instant je suis parti pour profiter du paysage, je sais pas si je serais capable de me mettre à bloc dans l'école. Et après d'autres cyclos dans l'année, c'est un Roc d'Azur pour finir en beauté. Et toi Diane, on le rappelle, hein, t'es arrivé il y a quelques heures seulement, on t'a pris à vif. Toi ça va être quoi là dans les prochaines heures? Dormir peut-être? Tout à fait, ouais. Ça va être d'abord dormir. Et puis les jours qui suivent, je vais laisser le vélo un peu de côté, je vais attendre qu'il me manque avant de remonter dessus, mais je sais que ça ne saurait tarder.
Merci à tous les deux d'être venus pour l'émission Finish Line. Donc on vous souhaite plein de courage pour la suite, pour ta course, toi Louis pour ta course, et puis toi Diane de bien te reposer pour peut-être les prochaines échéances et peut-être un prochain Bikeman. On va accueillir maintenant deux invités. Donc c'est Simon Stedalvop qui a terminé dans le deuxième après de 5 heures du premier Louis. Donc 37 ans, c'était son deuxième Bikeman. Il a terminé donc en 50 heures. Ensuite on va accueillir aussi Christophe Dudoré qui est arrivé donc à minuit 30 en pleine nuit. Pareil, il va pouvoir nous discuter, on va pouvoir discuter avec lui et il va nous dire pourquoi il a participé à ce Bikeman, parce qu'il y avait au fond une raison au-delà de la performance. Simon, comment ça va? Ça va. La nuit a été bonne? Oui, a été réparatrice, ouais. Oui. Ça, on ne dort pas toujours bien après un effort comme celui-là, mais cette fois-ci, ça s'est bien passé. Donc là, t'as dormi combien de temps cette nuit? J'ai dormi 9 heures et je mange beaucoup. Pour rattraper les calories dépensées. Ouais. Christophe, toi, donc t'es arrivé, on le rappelle, à minuit 30. T'es arrivé 13e. T'étais peut-être un peu moins là pour la perf, même si la perf est déjà énorme. Comment ça va? Comment tu te sens? Bah, je me sens bien. C'est vrai que j'étais pas du tout là pour la perf. Je suis parti un peu comme ça. Faire un biking man, déjà, c'était déjà quelque chose de génial. Et au fur et à mesure du temps, je me suis vu qu'en fait c'était pas trop mal ce que je faisais. Et voilà. Toi Simon, on se souvient quand t'es arrivé au CP3, quand on t'a dit que t'étais deuxième, tu n'en revenais pas. Dis-nous, t'étais pas là pour la performance toi non plus? Comment tu t'es retrouvé à finir deuxième du Bikeman Corse? Alors ça serait mentir de dire que je venais pour participer. Non, disons que l'année dernière, c'était une première expérience. J'ai eu quelques pépins physiques, mais voilà, j'ai vu que j'étais quand même... j'étais un petit peu dans le coup, on va dire. Alors cette année, voilà, je m'étais préparé en conséquence et mon objectif, c'était d'être devant. Voilà. Peu importe la place, mais c'était d'être devant et de pouvoir un peu... comment dire, être pas loin de la tête de la course et essayer rivaliser, c'est un grand mot parce que souvent les premiers dorment pas et voilà, c'est pas évident, mais t'as pas beaucoup dormi non plus, il me semble. Non, voilà, c'est en fait quand on a peu d'expérience, c'est surtout ça l'incertitude. Sur les capacités physiques, on apprend à se connaître vite, mais sur la capacité à ne pas dormir, c'est pas des choses que... Alors il y en a qui le font, mais moi j'expérimente pas ça à l'entraînement. Donc il y a toujours l'incertitude. C'est vrai que j'ai très peu dormi, ce qui a aussi participé au fait que voilà, je sois arrivé deuxième. Mais ça restait une inconnue, ouais. Et oui, ça s'est bien passé à ce niveau-là, mais bon. Toi, Christophe, si tu avais un souvenir, alors c'est compliqué parce que la course est dense, vous avez énormément de choses, mais s'il y avait un moment, un souvenir qui t'a marqué, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu retiens de ce Bikeman Corse? C'est vrai que c'est trop compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, comme autant des bonnes émotions que des mauvaises, mais j'ai une belle image, c'est le lever de soleil sur les aiguilles de Bavela. Et en plus, je venais d'être dans un coup de mou où je m'étais arrêté une demi-heure et en fait, j'ai réussi à dormir une demi-heure. Et là, je me réveille, je me remets sur le vélo et là, je lève les yeux, je vois les aiguilles avec cette couleur orange sur les aiguilles. Ça remotive. Et toi, Simon? Un souvenir? Peut-être l'arrivée au CP3, ouais. Du coup, il n'est pas... en fait, je l'ai dit hier, c'est très important sur cette course. Ça fait partie des choses pour lesquelles je reviens et j'espère revenir. C'est l'accueil qu'on reçoit et c'est vrai qu'au checkpoint, on n'arrive pas toujours dans un état optimal. Et ces gens qui sont là pour nous, c'est très revigorant et très. Il y a beaucoup d'humains là-dedans. Et donc ouais, ça serait peut-être ça, parce que c'était très dur. C'était le moment de dormir, on va dire, et j'étais très content d'arriver. Et ouais, donc peut-être le CP3 Zicavo.
au fin fond de la montagne humide, en pleine nuit froide. Ouais, c'était ça, ouais. Toi, Christophe, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce bike Iman? Il y a peut-être le challenge des épreuves sportives, mais qu'est-ce qui t'a poussé au fond à faire cette course? Bah ouais, donc du coup c'est ça le challenge. Et puis je voulais rajouter un petit ingrédient à ce challenge, c'était du coup courir pour une association. Donc c'est pour le sourire d'Enora. Et du coup voilà, c'est fait. Et du coup je suis super content de l'avoir fait et d'avoir pu récolter par le biais de tout ça de l'argent pour pouvoir qu'elle puisse accomplir son rêve. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu la situation d'Enora? Alors Enora, c'est une petite fille de 10 ans qui est atteinte d'amyotrophie spinale. Et donc du coup, si personne connaît, c'est en fauteuil roulant, c'est les muscles qui sont touchés. Et elle est merveilleuse, elle a un sourire vraiment radieux, elle discute beaucoup. Et donc du coup ça m'a donné envie de lui offrir quelque chose. Et du coup on lui a demandé ce que c'était son rêve. Et son rêve c'était d'aller à Disney. Donc on a fait une cagnotte sur Hello Asso pour le sourire d'Enora. Et on a réussi à récolter, donc là-bas c'était 1000 € pour 1000 km. Et ça a tellement bien marché qu'au final on est arrivé à un peu plus de 1000 €. Donc les deux objectifs sont atteints, de quoi concrétiser son rêve et puis finir le Biking Man. Est-ce que justement dans les moments difficiles c'était un moteur aussi pour justement ne pas lâcher et continuer? Ah oui, depuis le début c'était un moteur. Depuis le début, parce que tous les 100 km en fait je faisais une petite vidéo pour partager avec elle, parce que à la base c'était ça, lui faire partager mon aventure par le biais déjà du tracker, par le biais de photos, de vidéos. Et ce qui m'a encore plus motivé, c'est que j'ai su lundi soir qu'elle est rentrée à l'hôpital parce que elle a eu un petit souci et du coup fallait que je me batte encore plus pour pouvoir finir et puis trouver la force. Toi Simon, quels ont été les moments les plus difficiles de cette course et comment tu as fait pour essayer de te surpasser et terminer deuxième? Alors le moment le plus dur pour moi ça a été, c'est très clair, ça a été la transition entre le jour 1 et le jour 2. C'est-à-dire que dimanche, on roule sur de l'enrobé parfait, dans des paysages magnifiques au Cap Corse, un bitume nickel, un super rendement, et la nuit se passe très bien. Et puis après le CP2, là on rentre dans un autre monde, quoi. On rentre dans les routes secondaires de montagne avec une asphalte qui rend pas du tout. On est collé dans les montées, on en discutait il y a 5 minutes. Dans les descentes, on est crispé complètement, on n'avance pas non plus. Et ça a été très très dur ça à gérer. Et je me suis arrêté en milieu de journée, en fin de matinée lundi. Je montais l'école à 6 km/h, donc je voulais voir ce que faisaient les autres et j'ai vu qu'eux aussi ils montaient à 6 km/h. Tu t'es senti un peu moins seul. Ça m'a un peu redonné le moral, ouais, mais c'est assez impressionnant en fait. C'est la transition entre les deux qui est complètement déroutante, quoi. Toi, tu t'es arrêté combien de temps à peu près, tu sais? Je sais pas, j'ai essayé d'optimiser, mais en fait, quand le moral flanche, je pense que c'est important de s'accorder des petites pauses et des moments où on prend un peu de plaisir. Alors ça peut être... j'ai fait n'importe quoi, je me suis arrêté à acheter des bonbons, mais des trucs... si on m'avait dit ça un peu avant, j'aurais dit mais n'importe quoi. Mais en fait, il faut se raccrocher à des petits trucs, oui, c'est important. C'est important de se remotiver. Donc au niveau des arrêts, j'ai essayé de dormir le moins possible parce que... T'as dormi combien de temps à peu près? J'ai dormi 1h30. Voilà. J'ai dormi 1h30 la deuxième nuit. J'ai fait un point sur les gens qui étaient derrière moi. Ils étaient à peu près à autour de 40 km, donc j'ai pris suffisamment de marge pour pouvoir finir tranquille. Pour terminer, est-ce que vous savez pourquoi vous faites de l'ultracyclisme? Pourquoi vous vous mettez dans de telles conditions? Pourquoi vous restez juste
tout simplement pas au camping, à profiter de la plage. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'ultra ? Moi personnellement, j'ai fait pas mal d'activités avant, du triathlon, du trail, des choses comme ça. Et je trouve que l'ultra, il y a quand même ce côté humain. Et on a beau être entre guillemets concurrents, mais en fait on croise du monde, on discute, on se retrouve dans des états un peu secondaires là, et on parle de tout et on se confie même, je pense, des fois avec des personnes mais qu'on connaît pas finalement. Et ce côté-là, il est magique. Et toi Simon, qu'est-ce qui te plaît dans l'ultra ? Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, cette discipline, c'est un peu un ovni, c'est-à-dire qu'elle est à la croisée de plein de mondes. Tu me feras jamais prendre le départ d'une cyclosportive, ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, aller faire 1000 bornes en vélo, s'endormir, ça s'appréhende pas du tout pareil. On est aux confins du voyage, de l'autonomie, de la vie en autarcie, et de la performance à la fois. Donc en fait c'est quelque chose qui est hyper riche, quoi. Et je pense que c'est un peu ce mélange-là. Moi c'est vraiment un mélange de plein de choses qui fait que ça, voilà, je pars motivé, quoi. Ça va être quoi la suite pour vous ? Dans les prochaines heures, repos ? Peut-être d'autres bâtiments aussi dans l'année ? Ouais, oui, du coup une petite phase de repos quand même, mais même malgré qu'aujourd'hui finalement ça va. Et moi je coupe ma saison en deux parties, une saison vélo, et là je vais faire ma deuxième partie en trail avec en objectif à 100 km. Et toi Simon ? Repos, repos, on va profiter un peu de la Corse dans les prochains jours, et puis après peut-être un autre ultra plus court cet automne. Honnêtement, des 1000 km comme ça laisse quand même des traces, et pour l'instant je m'en accorde un par an. Voilà, on verra plus tard après, mais sans doute un Biking Man l'année prochaine. Super, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite une très belle saison 2025, Simon et Christophe. Merci à vous d'être venus sur l'émission Finish Line. On rappelle cette émission qui va se terminer. Il y a encore près de 150 ultracyclistes sur la route au moment où on se parle. Vous avez de la chance, vous êtes déjà arrivés, vous allez pouvoir vous reposer. Mais tout est encore à faire pour les 150 ultracyclistes qui sont sur la route. On n'oublie pas le prochain rendez-vous, le 555 Gravel, qui va partir ce vendredi à 7h. Très belle journée à vous et merci d'avoir suivi l'émission.